Il me faut une épouse avant le 12 du mois prochain, dit le duc d'Elverton. Et on m'a dit que vous êtes une personne sensée. Voilà toutes les qualifications que j'attends de vous, mademoiselle Reine. Je ne vous insulterai pas en inventant d'autres. La femme de l'autre côté du salon du presbytère ne s'est pas évanouie. Elle n'a ni rougi, ni ri, ni fait appeler sa tante. Elle a fini d'enfiler son aiguille, l'a posée et a dit « Alors, vous feriez mieux de me dire ce qui se passera le 12 du mois prochain, votre grâce. » Car il semble que j'y prendrai part. Ambrose Kelle avait répété cet entretien en calèche pendant des kilomètres. Mais il n'avait pas répété cette réplique. « Mon frère et sa femme se sont noyés il y a 14 mois, dit-il. Leur bateau a chaviré sur le lac d'Elverton pendant une rafale de vent. Ils ont laissé 2 enfants, Frederick, qui a 9 ans, et Iris, qui en a 6. Et ils me les ont confiés dans un testament rédigé avant même qu'on me juge apte à garder un chien. Je suis leur tuteur. Et je suis aussi, depuis les funérailles, le duc d'Elverton. Un titre que je n'ai jamais attendu et que je n'ai jamais voulu. Je suis désolé. Ne le soyez pas encore. La mère de leur mère est Lady Grizzle Havard. Elle a demandé à la cour de la chancellerie de me retirer la tutelle. Elle veut qu'on la lui confie. Ses arguments sont qu'Elverton est une maison de célibataires, que je suis un homme aux mœurs froides et irrégulières, et que les enfants sont négligés. Il entendit sa propre voix devenir monocorde. C'était sa façon à lui de ne pas trembler. 2 de ces 3 affirmations sont vraies. La négligence n'en fait pas partie. Mais elle a des lettres d'une nourrice renvoyée. Et elle a la sympathie de beaucoup de gens. Et mon avocat me dit que la seule réponse qui mettra fin à l'affaire en une matinée, c'est un foyer stable, avec une épouse. D'où la date du 12. C'est le jour où le juge est nommé. Thomasina Wren le regarda. Elle avait 26 ans. Elle portait une robe brune. Ses cheveux bruns étaient relevés si simplement que cela semblait être une déclaration. Son visage n'était pas beau. Personne n'aurait eu besoin de le regarder 2 fois. Il l'avait vu 3 fois, à un souper de la moisson, tenant 4 châles, à un concert sur souscription, tenant 2 châles et un éventail, et à l'enterrement de son frère. Elle se tenait au fond de l'église. C'était la seule personne présente qui avait pensé à apporter un mouchoir sec pour les autres. « Vous ne m'avez rien demandé sur moi, dit-elle. Je sais ce que j'ai besoin de savoir. Vous tenez la maison de votre tante sans être payé. Vous n'avez pas de fortune. Vous avez appris à lire aux filles du forgeron pendant 2 ans, sans un merci. Vous n'avez pas pleuré à l'enterrement de mon frère. Et vous n'en avez pas profité non plus. Ce qui fait de vous une exception parmi 4 personnes environ. » Il posa ses gants sur son genou. « Mademoiselle Wren, je sais exactement de quoi cette offre a l'air. Je vous offre un rang, une grande maison et un revenu personnel. Un revenu qui vous sera entièrement acquis. En échange, vous devrez vous tenir à mes côtés dans une église. Et ensuite, vivre dans le même bâtiment que moi. Je ne vous offre pas d'affection. Je n'en ai pas à donner. Et je préfère le dire maintenant, plutôt que de vous le laisser découvrir dans un an. Ce n'est pas vrai. Sinon, vous ne seriez pas assis dans un presbytère en février, en train de supplier. Je ne supplie pas. Si votre grâce, dit Thomasina Wren. Vous le faites très bien, avec vos gants sur le genou. Mais j'ai vu beaucoup de gens désirer des choses dans cette pièce, et je sais à quoi cela ressemble. Elle croisa les mains. J'ai 2 conditions, et une question. Ambrose découvrit qu'il avait la bouche sèche. Énoncez-les. Premièrement, je ne serai pas introduite dans cette maison comme une simple preuve. Si l'on doit montrer une femme dans le salon à ses enfants pour satisfaire un avocat, puis la mettre de côté, alors je refuse. Parce qu'ils ont déjà perdu 2 personnes, et je ne serai pas la 3e. Si je viens, c'est pour rester. Je resterai, quoi que la cour décide. Si vous perdez et que Lady Grizzle les emmène, je serai toujours votre femme, et vous m'aurez toujours à votre table du petit déjeuner pendant 40 ans, sans rien y avoir gagné. Êtes-vous prêt à cela? Oui, dit-il. La réponse lui échappa avant même qu'il y ait réfléchi. Deuxièmement, vous ne me mentirez pas. Ni par gentillesse, ni pour mon bien, ni au sujet de l'argent, ni des enfants, ni de vous-même. Je préfère entendre une vérité difficile à 8 heures du matin, plutôt qu'être protégé jusqu'à mardi. Son menton était très légèrement relevé, et voici la question. Pourquoi personne d'autre ne vous a-t-il refusé? Un duc qui veut une épouse pour le 12 du mois peut avoir n'importe quelle femme du comté.
Pourquoi êtes-vous dans le salon de ma tante? Ambrose Kell resta assis, avec le crépitement du feu et le chant d'un canari dans la pièce voisine. Il lui dit la vérité, car elle venait de le lui faire promettre. Parce que j'en ai demandé 2 autres, dit-il. La première a accepté, puis son père a lu les documents de la chancellerie et a retiré son consentement. Il ne voulait pas que le nom de sa fille soit mêlé à un procès pour enfants négligés. La seconde m'a refusé elle-même cette semaine. Elle m'a dit, avec juste raison, qu'elle ne voulait pas être la gouvernante des enfants d'une autre, surtout dans une maison remplie des affaires d'un mort. Il regarda ses mains. Et aussi, parce que le jour où nous avons enterré mon frère, vous avez traversé toute l'église. Vous avez donné un mouchoir à un garçon de 9 ans. Il essayait de ne pas pleurer devant 200 personnes. Puis vous êtes reparti sans lui parler, parce que vous aviez compris que si on lui adressait la parole, il se serait effondré. Personne d'autre en Angleterre n'y a pensé. Moi, j'y ai pensé tous les jours depuis. La pièce fut silencieuse un moment. Vous êtes mon 3e choix, mademoiselle Wren, dit Ambrose. C'est la vérité que vous avez demandée. J'en suis désolé. Thomasina Wren reprit son aiguille. La 3e est la meilleure des 3, dit-elle. Les 2 premières voulaient être des duchesses. Très bien, votre grâce. Le 12, donc. Ils se marièrent le 11, dans la petite église d'Elverton comme mère. 6 personnes étaient présentes, et il n'y eut pas de déjeuner digne de ce nom. Elle portait de la soie grise, car il n'y avait pas eu le temps pour autre chose. Et parce que, disait-elle, le blanc sur une femme de 26 ans pressée ne ferait que faire jaser les domestiques. Ambrose lui donna la bague de sa mère. Elle était trop grande. Elle la porta à son pouce pour le reste de la journée, sans faire de commentaires. Les enfants ne furent pas amenés à l'église. C'était sa décision. Et ce fut, comprit-il plus tard, la pire des centaines de mauvaises décisions qu'il prit cette année-là. Il la ramena à la maison dans l'après-midi. Elverton Hall apparut au détour du parc, gris et énorme. Tous les stores étaient encore à mi-hauteur, 14 mois après. Thomasina le contempla un long moment par la fenêtre de la voiture. « Combien de pièces sont fermées ?» demanda-t-elle. « 19. Et les chambres de leur mère sont fermées à clé. »« Qui a la clé ?»« C'est moi. Pas la gouvernante. C'est moi qui l'ai. » dit Ambrose. Il entendit comment cela sonnait, mais ne retira pas ses paroles. Les domestiques étaient alignés dans le hall. 41 personnes. Devant eux se tenait Madame Tamsit, la gouvernante. À côté d'elle, la nourrice, Nan Cobb. Et devant la nourrice, les 2 enfants. Frederick se tenait les mains dans le dos. Il portait un manteau noir qui avait été rallongé 2 fois. Il fixait un poing à 1 mètre à gauche de la tête de sa nouvelle tante. Iris serrait la jupe de la nourrice d'une main et regardait le sol. « Frederick, » dit Ambrose. « Iris, voici sa grâce. » Rien ne se passa. « Dites bonjour, » dit Ambrose. Il entendit la froideur dans sa propre voix. Et il fut incapable de le dire autrement. « Bonjour, votre grâce, » dit Frederick, au point situé à 1 mètre sur la gauche. Iris ne dit rien. Iris n'avait parlé à personne d'autre que son frère depuis 14 mois. Ambrose sentit sa femme de 6 heures passer devant lui. Elle ne se pencha pas, ne roucoula pas, ne tendit pas les bras. Elle s'agenouilla sur les dalles de pierre, dans sa robe de soie grise. Devant tous les domestiques rassemblés, elle arrangea ses jupes comme si elle comptait rester là un moment, jusqu'à ce que ses yeux soient plus bas que ceux de la petite fille. « Je m'appelle Thomasina, » dit-elle. « Je suis venue vivre ici, et je ne sais où rien ne se trouve. Je ne sais pas où mènent les escaliers de service, ni lequel des chiens morts, ni par où le soleil entre le matin, et je suis trop vieille pour le découvrir toute seule. » Elle posa ses mains sur ses genoux. « Vous n'êtes pas obligé de me parler, mais si vous pouviez m'emmener dans la pièce avec la plus belle fenêtre, je vous en serais très reconnaissante, car j'ai l'intention de m'y asseoir tous les jours, et je détesterais me tromper de pièce. » Il y eut un silence de peut-être 5 secondes. Pendant ce temps, Ambrose Kell prit conscience des battements de son propre cœur. Puis Iris lâcha la jupe de la nourrice, s'avança et glissa 2 doigts dans la main de Thomasina Wren. « C'est le salon jaune, » dit Frederick, en fixant toujours le mur. Sa voix s'était brisée au milieu de la phrase. « Il est orienté à l'est. » Elle l'aimait bien. « Alors ce sera celui-là, » dit Thomasina. Elle se releva sans regarder personne d'un air triomphant. Surtout pas son mari. Ce fut, pensa Ambrose plus tard, quand il fut capable d'y penser. Le moment où toute sa vie changea tranquillement de direction, sans lui demander la permission.
Elle n'essaya pas d'être leur mère. Et cela, Ambrose en vint à le comprendre, était toute sa méthode. Elle ne les embrassait pas. Elle ne demandait pas à Iris de parler. Elle ne dit pas une seule fois « pauvre agneau ». C'était la phrase qui avait déjà vidé la nurserie de 2 nourrices. Ce qu'elle fit était bien plus étrange et beaucoup plus efficace. Elle commença, très ouvertement, à avoir besoin d'eux. Elle n'arrivait pas à retenir le nom des chiens. Frédéric dut donc les écrire. Il accrocha la liste à l'intérieur de la porte de l'armurerie. Il devait l'interroger chaque semaine et être sévère sur ses échecs. Elle était nulle pour se repérer dans les escaliers de service. Alors Iris lui fit faire le tour 2 fois, 3 fois, 4 fois. D'abord en lui tenant 2 doigts, puis toute la main, puis en marchant devant elle. Elle déclara que les comptes de l'office étaient une honte. Elle dit qu'elle ne pouvait pas les additionner sans que quelqu'un lui lise les chiffres à voix haute. Frédéric les lut à voix haute pendant 1h30. Il descendit dîner en débattant du prix des bougies. C'était la première opinion qu'on entendait de sa part depuis l'enterrement. Ambrose observait tout cela à distance. Il ne savait pas comment s'approcher. Il avait été élevé par un père qui considérait l'affection comme une sorte de fuite. Son frère aîné, Piers, était le chaleureux, le bruyant, celui qui pouvait entrer dans une pièce et la faire rire. Et Ambrose avait été le 2e fils, doué pour les chiffres. On le lui disait comme une insulte. Il avait 31 ans la dernière fois qu'il avait eu une conversation avec son père qui ne concernait pas un bail. Il avait aimé son frère éperdument et ne le lui avait jamais dit. Et maintenant, son frère était sous terre, avec sa femme à ses côtés. Et leurs 2 enfants étaient dans la maison d'Ambrose. Une étrangère, épousée en 11 jours, leur apprenait le nom des chiens. « Vous êtes encore en train de rôder dans les embrasures de porte » lui dit Thomasina un soir de mars. « Pas du tout. Vous êtes dans celle-ci depuis 4 minutes. » Iris a compté. Ambrose entra. Iris était sur le tapis de la cheminée avec une ardoise. Frédéric avait le livre de comptes de l'office. Le feu avait été attisé d'une manière qui aurait certainement déplu à Madame Tamsit. « Venez vous asseoir, » dit sa femme. « On a besoin de vous. » « Pourquoi faire? Iris n'arrive pas à faire un B correct, et moi non plus. Et vous avez la plus belle écriture du comté. Votre père vous faisait recopier des sermons. Vous me l'avez dit en voiture, et j'ai gardé cette information précieusement. » Il s'assit sur le tapis. C'était un endroit absurde pour un duc de 41 ans. Ses genoux protestèrent. Iris poussa son ardoise de quelques centimètres vers lui, sans lever les yeux. C'était la première chose qu'elle lui offrait. Ils firent des B pendant un quart d'heure. Puis des dés, ce qui est plus difficile. Il tint le crayon d'ardoise au-dessus de sa main, faire, une fois, légèrement, pour lui montrer le mouvement. Il sentit tout son petit corps s'immobiliser, puis s'appuyer délibérément contre lui. Plus tard, dans le couloir, Ambrose dut s'arrêter un moment, la main contre le mur. « Vous saviez, » dit-il quand sa femme sortit. « Vous saviez qu'elle me laisserait faire. Je l'espérais. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Parce que si je vous avais dit que cela pourrait arriver, vous y seriez allé en le désirant, dit Thomasina, et elle aurait senti votre désir. Les enfants ne supportent pas qu'on ait besoin d'eux comme ça quand ils ont peur. Il fallait que ça ne concerne que la lettre B. Elle redressa un tableau qui n'en avait pas besoin. Vous n'êtes pas froid, votre grâce. Vous êtes prudent. Ce n'est pas la même chose. Et j'aurais aimé que quelqu'un vous le dise il y a 30 ans. Il ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Frédéric était le plus difficile. Et la situation atteignit un point critique en avril, au bord du lac. Ambrose avait interdit le lac. Il l'avait interdit formellement la semaine après l'enterrement. Et le hangar à bateaux avait été enchaîné. En avril, par un mardi chaud, un jardinier trouva Frédéric. Il se tenait au bout de la jetée, en manche de chemise, pieds nus. Il était tout à fait calme et regardait l'eau. On envoya chercher Ambrose. Il arriva en courant et fit la pire chose de sa vie. Il cria. Il cria sur un garçon de 9 ans sur une jetée. Il lui reprocha sa désobéissance, la chaîne du hangar et les ennuis qu'il causait. Il était debout au soleil, les mains tremblantes. Il avait couru 300 mètres, persuadé qu'il allait devoir plonger dans cette eau, pour sauver les 2 dernières personnes que son frère lui avait laissées. Et Frédéric resta là, le visage blême, et encaissa. Puis il dit d'une petite voix claire, « Je voulais voir la profondeur. » Personne ne veut me dire à quelle profondeur c'était. Et il passa devant lui en remontant la pelouse. Ambrose s'assit sur la jetée, et y resta un bon moment.
Elle le trouva là 1 heure plus tard. Elle ne lui dit pas que ce n'était pas sa faute, ce qu'il n'aurait pas supporté. Et elle ne dit rien au sujet des cris. « Quelle est la profondeur » demanda-t-elle. « 9 pieds près du hangar, 22 au milieu, dit-il à l'eau. On les a retrouvés à 11 pieds. La rafale est venue de l'ouest et le bateau a chaviré. Pierre savait nager, mais pas elle, et il ne l'a pas abandonnée. Voilà ce qui s'est passé. » Et personne ne le lui a dit. Personne n'arrivait à prononcer les mots, y compris moi. Alors il a passé 14 mois à tout imaginer dans sa tête. Et ce qu'il a imaginé est pire. Oui, dit sa femme, ça l'est toujours. Il a 9 ans. Il a 9 ans et il connaît déjà la pire chose qui lui arrivera jamais. Il n'a pas besoin d'être protégé des faits. Ambrose, il a besoin que quelqu'un les lui donne, et que cette personne reste ensuite dans la pièce. Elle s'assit sur la jetée à côté de lui, dans sa belle robe, sur les planches mouillées. C'est à vous de le faire, pas à moi. Je peux lui apprendre le nom des chiens. Vous seul pouvez lui parler de son père, parce que vous êtes la seule personne qui reste qui l'aimait. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Il le remarqua. Il s'en souvint pendant des années. Il le raconta à Frédéric ce soir-là, dans l'armurerie, avec la lampe entre eux. Et cela prit 1 heure et 20 minutes. Et ce fut l'heure et 20 minutes la plus difficile de la vie d'Ambrose Kell. Il lui raconta tout, la rafale, la profondeur, le bateau, le fait que son père aurait pu nager jusqu'au roseau, mais ne l'avait pas fait. Et pourquoi? Il répondit à toutes les questions, y compris celle sur la découverte des corps. Il y répondit simplement, sans fioriture. Et il ne dit pas une seule fois que son frère était dans un monde meilleur, parce qu'il n'y croyait pas. Et il avait promis à quelqu'un de ne pas mentir. À la fin, Frédéric demanda, « Avait-il peur ?» « Je pense qu'il avait très peur, » dit Ambrose. « Et je pense qu'il est resté quand même. Ce n'est pas la même chose que de ne pas avoir peur. C'est mieux. » Et Frédéric Kell posa sa tête sur la table de l'armurerie et pleura pendant 11 minutes. Son oncle resta assis, une main entre ses omoplates, et le laissa faire. Il ne lui dit pas une seule fois de s'arrêter. Thomasina était dehors, sur une chaise dans le couloir, comme elle l'avait promis, avec une bougie et un livre dont elle n'avait pas lu un mot. Quand Ambrose sortit, elle se leva. Il ne dit rien. Il passa ses bras autour d'elle dans le couloir et la serra maladroitement, tout en coude, comme un homme à qui on a confié quelque chose qu'il n'a jamais appris à porter. Elle resta parfaitement immobile et le laissa faire. Elle tenait la bougie sur le côté, pour ne mettre le feu à personne. Après un long moment, sa main libre se posa à plat entre ses épaules. « C'est vous qui avez fait ça, dit-elle. Vous m'y avez forcé. Je vous ai dit de le faire. C'est différent. Et tout le mérite vous en revient. Et je n'en reparlerai plus jamais, tant que nous vivrons. » Une pause. Sa voix n'était pas stable. « C'est un mensonge. J'en parlerai constamment. » En mai, il lui donna la clé. Il le fit maladroitement, bien sûr. Il la posa sur la table du petit déjeuner, à côté de sa tasse, sans un mot. Il sortit aux écuries et y resta 2 heures. Quand il revint, les stores de toute la façade Estach avaient été relevés, et les fenêtres des chambres de sa belle-sœur étaient ouvertes. Une servante battait un tapis sur la terrasse, et Iris était assise par terre dans le dressing de sa mère. Elle avait une brosse à cheveux, une boîte à ouvrage et un ruban bleu sur ses genoux. Ambrose se tenait sur le seuil. 14 mois d'air confiné s'étaient échappés de la pièce. Il y avait du soleil, une odeur de poussière et de lavande, et faiblement, le parfum de quelqu'un. « N'aurais-je pas dû ?» dit sa femme doucement derrière lui. « Je ne suis pas entré dans cette pièce depuis l'enterrement. Je sais. Ils ont pris les... Il y avait des choses que je ne pouvais pas. » Il s'arrêta. « Vous n'avez pas besoin d'y entrer aujourd'hui, » dit Thomasina. « Vous n'avez pas besoin d'y entrer cette année. J'ai seulement pensé qu'elle a 6 ans. Dans 3 ans, elle ne se souviendra plus du visage de sa mère. Et il y a 9 ans de lettres de sa mère dans ce bureau, de sa propre main. J'aimerais qu'elle les ait quand elle aura 20 ans. Et on ne peut pas les garder dans une pièce fermée à clé, car les pièces fermées sont les endroits où l'on oublie les choses exprès. » Elle hésita. « Je n'ai rien jeté. Je n'ai rien déplacé, à part les stores. C'est Iris qui a choisi le ruban. Elle le tient depuis 1 heure. » Ambrose entra. Il traversa jusqu'à la fenêtre et regarda le lac. Au bout d'un moment, il s'aperçut que sa nièce s'était levée. Elle était venue se tenir contre sa jambe et lui tendait le ruban bleu. « Oui, dit-il, quand il le put. Très joli.
On demande à ta tante de te le mettre? Iris se retourna et le tendit à Thomasina. Et Thomasina s'agenouilla sur le plancher de la pièce ensoleillée et poussiéreuse. Elle coiffa la petite fille avec le ruban bleu, maladroitement, avec trop d'épingles. « Merci », dit Iris. 2 mots à voix haute. Les premiers en 14 mois. Personne n'en fit toute une histoire. C'était ça qui était extraordinaire. Et c'était entièrement grâce à sa femme. Elle dit « De rien. Ne bouge pas. J'ai fait un hérisson à l'arrière de ta tête. » Et elle continua à épingler. Et Iris continua à ne pas bouger. Et Ambrose Kelle se tenait à la fenêtre, le soleil sur lui, la main sur la bouche. Il comprit, avec une certitude qui l'effraya, qu'il avait épousé la meilleure personne qu'il ait jamais rencontrée. Et il lui avait dit, le jour de sa demande, qu'il n'avait pas d'affection à donner. La lettre des avocats de Lady Grizzle Havard arriva la première semaine de juin. La commission siégerait à Elverton Hall le 23. Sa seigneurie serait présente en personne avec son avocat. Elle amènerait des témoins. Et elle souhaiterait interroger les enfants séparément de sa grâce le duc et de sa grâce la duchesse, comme il se doit. Il restait 19 jours. Ambrose passa les 4 premiers à se comporter comme un homme préparant sa défense. Le 5e, il fut démonté par sa femme pendant le petit déjeuner. « Vous avez écrit au vicaire, dit-elle. Je lui ai demandé une lettre sur la bonne tenue de la maison. Et à Sir Marcus pour la souscription de l'école. Et à votre intendant pour les cottages. Et au Dr. Pine pour un certificat attestant de la santé d'Iris. » Elle posa la cafetière. « Ambrose, vous êtes en train de monter un dossier. Ils le sentiront depuis l'allée. L'avocat de Lady Grizzle lira 9 témoignages dans cette bibliothèque. Et chacun d'eux nous fera passer pour des gens qui ont besoin de 9 témoignages. Alors que voulez-vous que je fasse? Rien. Je voudrais que vous fassiez exactement ce que vous faites depuis mars, et que vous les laissiez venir voir. » Elle commença calmement à trier ses lettres en 2 piles. Celle-ci part. Celle-ci aussi. Le certificat du médecin peut rester, car c'est un fait, pas une opinion. Le vicaire peut venir dîner comme tous les jeudis, et si les commissaires sont là un jeudi, ils le verront à sa place habituelle, et ça vaut plus que sa lettre. Elle repoussa la plus petite pile vers lui. « Vous ne pouvez pas prouver que vous êtes un bon tuteur. Vous pouvez seulement l'être devant des témoins. And vous avez 4 mois de pratique derrière vous. C'est soit suffisant, soit ça ne l'est pas. » Ambrose regarda les 2 piles un moment. « Vous prenez ça avec beaucoup de calme, dit-il. »« Je ne suis pas calme du tout. Je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin. » Elle le dit sans s'apitoyer, en beurrant une tartine. « Mais j'ai vu des hommes intelligents tout perdre en s'expliquant. Et je préfère que nous perdions en étant nous-mêmes, si nous devons perdre. » Il posa sa tasse. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, et je repousse ce moment depuis 9 jours. Alors dites-le avant qu'Iris ne descende, car elle lit sur les visages. Si nous perdons, dit Ambrose, les enfants iront à Havard House en septembre. C'est tout. Il n'y aura plus rien à faire. Aucun appel ne vaudra l'argent dépensé. Et je serai un duc de 41 ans, seul dans une maison de 41 domestiques, avec une femme qu'il a épousée pour une audience qu'il a perdue. Mon avocat a soulevé la question de ce qu'il adviendrait de vous dans ce cas. Il y a une disposition prévue. Une résidence séparée, la maison de Coombe, le revenu doublé, votre propre voiture, et aucune attente d'aucune sorte. Cela se ferait discrètement, et personne ne vous en voudrait. Vous seriez une duchesse avec votre propre maison à 26 ans, et vous retrouveriez votre vie d'avant. Thomasina posa son couteau. « Est-ce que vous voulez? » « Non. Alors pourquoi diable me le proposez-vous? »« Parce que vous m'avez fait promettre de ne pas vous mentir, » dit Ambrose, « et je ne pouvais pas rester assis à cette table un jour de plus, sachant qu'il y avait une porte de sortie derrière vous, qu'on ne vous avait pas montrée. Vous aviez une condition le premier jour. Vous avez dit que vous ne seriez pas introduite dans cette maison comme une preuve pour être ensuite mise de côté. J'ai pensé à cette phrase toutes les nuits, depuis 4 mois. Je ne vais pas vous mettre de côté. Mais je ne veux pas que vous restiez, parce qu'on ne vous a jamais dit qu'il y avait une issue. » Elle resta silencieuse un moment. Dehors, dans le couloir, on entendit une porte, les pas d'Iris. Et Frédéric lui racontait quelque chose sur les chiens, sur un ton d'une autorité énorme. « Ambrose, dit sa femme, regardez-moi. » Il la regarda. « Le 11 mars, je me suis tenu dans une église. J'ai dit un certain nombre de choses devant 6 personnes, et je pensais chacune d'entre elles. Ce qui, je crois, n'est pas la coutume. Ses joues s'étaient empourprées.
Je ne les ai pas dites à cause d'un procès. Je les ai dites parce que j'avais 26 ans et que je tenais les châles des autres depuis 11 ans. Et un homme est venu dans le salon de ma tante. Il m'a dit la vérité 3 fois en un quart d'heure, ce que personne n'avait jamais fait auparavant. Vous pouvez dire à votre avocat que la disposition est refusée, que j'ai trouvé son offre insultante et que je lui serai reconnaissante toute ma vie de vous avoir forcé à la faire. Puis les enfants entrèrent et rien de plus ne fut dit. Et Ambrose Kell se rendit au bureau du domaine. Il s'assit et se surprit à sourire, d'une manière qui aurait étonné son père. Lady Grizzle Havard arriva à 11 heures le 23, dans un landau noir, avec son avocat à ses côtés et sa femme de chambre derrière. Elle monta les marches d'Elverton Hall comme une femme marchant vers un échafaud qu'elle avait elle-même construit. Elle avait 70 ans, droite comme un tisonnier. Vêtue du deuil le plus profond qu'Ambrose ait jamais vu sur une personne vivante. Et elle regarda les stores levés de la façade est pendant un long moment, avant de regarder qui que ce soit. « La maison est ouverte, dit-elle. »« Oui, madame. Elle était fermée en janvier. Je suis passé devant. »« Elle a été fermée pendant 14 mois, dit Ambrose. C'était ma décision, et c'était une erreur. Elle est ouverte maintenant. Et je ne prétendrai pas qu'il en a toujours été ainsi, car des témoignages seront donnés aujourd'hui, et je préfère être celui qui le dit. » Quelque chose bougea sur le visage de la vieille femme, puis disparut. La commission siégea dans la grande bibliothèque. Il y avait un greffier, 2 commissaires, l'avocat de Lady Grizzle et celui d'Ambrose, et une table avec les lettres étalées dessus. Cela dura 3 heures, et ce fut, pour l'essentiel, exactement comme son avocat l'en avait averti. La nourrice renvoyée témoigna. Et elle le fit honnêtement, ce qui était pire que si elle avait menti. Que pendant le premier hiver, les enfants avaient dîné seuls tous les jours, que sa grâce n'était pas entrée dans la nursery pendant 6 semaines d'affilée, que la petite fille avait cessé de parler et qu'aucun médecin n'avait été appelé avant février, que la maison avait été gardée dans l'obscurité, et qu'il était interdit aux domestiques de mentionner le défunt duc et la duchesse devant les enfants. « Est-ce vrai ?» lui demanda l'avocat d'Ambrose devant tout le monde, après l'avoir prévenu de sa question. « Chaque mot est vrai, » dit Ambrose. Son avocat voulait qu'il s'explique. Il ne s'expliqua pas. Il resta assis, les mains sur les genoux, et laissa les faits parler d'eux-mêmes, car sa femme lui avait dit la veille, dans le couloir devant le salon jaune, que la seule chose qui pouvait leur faire perdre le procès était une réponse intelligente. Puis l'avocat de Lady Grizzle se leva. Il dit que le mariage du 12 mars était un stratagème, que Sa Grâce d'Elverton était la nièce sans fortune d'un ecclésiastique, et qu'elle avait été engagée dans le seul but de cette audience, que tout l'établissement était un décor monté en 4 mois, et que les commissaires n'avaient qu'à demander aux enfants dans laquelle des 2 maisons ils préféreraient vivre. « Certainement, » dit le commissaire principal. « Demandez-leur. » On les fit entrer séparément, Frédéric d'abord. On demanda à Ambrose de se retirer, ce qu'il fit. Il resta dans le couloir, devant la porte de la bibliothèque, pendant 19 minutes, le dos contre le mur. Ensuite, il aurait été incapable de dire à quoi il avait pensé, car il n'avait pas pensé. Il n'apprit ce qui avait été dit que plus tard, dans la transcription. Et il l'a lu peut-être 40 fois au cours de sa vie. On lui demanda s'il savait pourquoi ils étaient là. Il répondit, « Pour décider qui nous aura. »« C'est honnête, dit-on. Êtes-vous heureux à Elverton, maître Kell ?»« Non, monsieur. Mon père et ma mère sont morts. »« En effet. Laissez-moi reformuler. »« Êtes-vous bien traité ici ?»« Oui. Pendant le premier hiver, on nous dit que vous dîniez seul et que votre oncle n'est pas venu à la nursery pendant 6 semaines. C'est vrai. Et vous lui pardonnez cela ? Je n'ai pas dit ça, monsieur. J'ai dit que c'était vrai. Il était dans le bureau du domaine. Madame Tamset a dit qu'il restait avec ses papiers et n'allait pas se coucher. Je voyais la bougie depuis la fenêtre de la nursery. J'ai cru qu'il s'en fichait et je l'ai détesté pendant 1 an. J'avais tort. Il faisait la même chose que moi, mais dans une autre pièce. Et personne ne nous avait dit que l'autre le faisait aussi. Qui vous l'a dit, ma tante? Sa Grâce? Oui. Maître Kell, si cette commission vous envoyait, vous et votre sœur, chez votre grand-mère, dans une maison chaleureuse avec une gouvernante et les gens de votre mère autour de vous, que diriez-vous? Je dirais que ma sœur n'a pas parlé pendant 14 mois et qu'elle parle maintenant. Elle a recommencé dans cette maison, dans le dressing de ma mère, avec un ruban bleu à la main. Elle a dit merci
Et c'était à ma tante. Je dirais que mon oncle m'a dit à quelle profondeur était le lac quand personne d'autre ne voulait le faire, et qu'il est resté pendant que je pleurais. C'est la chose la plus difficile que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas me forcer à recommencer avec de nouvelles personnes, monsieur. Parce que je ne pense pas que je pourrais le faire 2 fois. Puis ce fut le tour d'Iris. Elle avait 6 ans. Elle entra en tenant une ardoise. On lui demanda son nom, et elle le donna. On lui demanda si elle était heureuse, elle ne répondit pas. On lui demanda gentiment, 3 fois, si elle aimerait vivre avec sa grand-mère. La note du greffier disait, l'enfant n'a pas répondu. Mais elle a traversé la pièce jusqu'à Lady Grizzle Havard. Elle lui a donné l'ardoise sur laquelle était écrit, d'une main d'enfant, « S'il vous plaît, venez vivre ici. Je vous en supplie. » La commission suspendit la séance pour un quart d'heure. Elle ne revint que 50 minutes plus tard, car Lady Grizzle Havard ne bougeait pas de la fenêtre au fond de la bibliothèque. Elle se tenait là, le dos à la pièce, tenant l'ardoise à 2 mains, et tremblant. Elle ne voulait ni sa femme de chambre, ni son avocat. Finalement, elle resta seule, jusqu'à ce qu'une femme en robe grise unie vienne se tenir à côté d'elle. Elle lui mit une main sous le coude et ne dit absolument rien. Pendant 11 minutes, Ambrose vit cette scène par la porte entr'ouverte. Il ne l'oublia jamais. Le procès fut classé à 4 heures, avec une observation du commissaire principal sur le premier hiver, qu'Ambrose accepta debout, et une autre observation sur l'état actuel de la maison. Celle-ci, il ne pouvait l'accepter, car le mérite ne lui en revenait pas. Lady Grizzle resta pour le dîner. Elle resta 3 semaines. Elle revint en septembre, à Noël, et pour 2 mois chaque printemps, pendant les 9 dernières années de sa vie. Et elle et Thomasina, à elles deux, dirigèrent la maison. Dans une alliance qu'Ambrose décrivit à son intendant comme l'arrangement le plus efficace et le moins reposant du comté. Le 2e soir de cette première visite, elle lui dit, devant un verre de Porto, sans préambule, « Je ne voulais pas votre tutelle, Elverton. Je voulais que quelqu'un soit puni et vous étiez à portée de main. » Elle fit tourner son verre. « Ma fille est morte. Quelqu'un doit être en faute et ce ne peut pas être la météo. Alors j'ai décidé que ce serait vous. C'était tout mon dossier. Et il ne valait absolument rien. Et une enfant de 6 ans vient de mal orthographier un mot pour moi et a tout défait en 4 secondes. Sa bouche était parfaitement stable. Vous ne ferez plus jamais allusion à cela. Non, madame. Votre femme, dit Lady Grizzle Havard, en vaut 9 comme vous. J'imagine que vous le savez. Oui, je le sais, dit Ambrose. Je ne le lui ai pas dit. Alors vous êtes un imbécile, en plus d'être un célibataire. Et seule l'une de ces 2 choses peut être guérie. Il partit la chercher cette nuit-là et ne la trouva pas. Il la trouva enfin à 1 heure du matin dans le salon jaune, en robe de chambre, endormie sur le siège de la fenêtre, la joue contre le volet, un panier à ouvrage sur les genoux, un ruban bleu sur son poignet. Elle avait veillé pour être près de la nursery, car Iris avait eu une mauvaise nuit après la visite de tous ces étrangers. Ambrose Kell se tenait sur le seuil, sa bougie à la main. Il regarda sa femme de 4 mois. Il pensa aux 11 jours, aux 12 du mois, et à cette phrase « Je ne vous offre pas d'affection. Je n'en ai pas à donner. » Et il songea qu'il avait dit cela dans le salon d'un presbytère. À la seule femme qui ait jamais ouvert une seule porte en lui, et qu'elle l'avait acceptée quand même, à ses conditions, et qu'elle ne lui avait jamais, depuis, demandé plus. Elle se réveilla. Elle se réveillait toujours mal, d'un seul coup, comme un soldat. Iris dort depuis 2 heures. Il entra et posa la bougie. « Thomasina, je dois vous dire quelque chose. Je suis très mauvais pour ça, et je vous serai reconnaissant de ne pas m'aider. » Elle s'assit, mit le panier de côté, croisa les mains et ne l'aida pas. Sur le moment, il pensa que c'était de la cruauté. Plus tard, il comprit que c'était la plus grande courtoisie de sa vie. « Je vous ai épousé pour le 23 juin, dit-il. Vous le saviez. Je vous l'ai dit. Et j'ai été honnête. Et depuis, je pense que l'honnêteté peut être une chose bien futile. Quand un homme est seulement honnête sur le peu qu'il a l'intention de ressentir, il se força à la regarder. L'affaire est réglée. Il n'y a plus besoin d'une épouse dans cette maison. Tout ce que j'ai dit dans ce salon a été consommé. Il n'y a plus de dette d'un côté comme de l'autre. Alors je vais dire le reste maintenant. Quand cela ne peut plus me servir à rien, je vous aime. Pas par reconnaissance, ou pas seulement. Je vous aimais avant la commission.
Et je le sais depuis la nuit où je suis sorti de l'armurerie, et où je vous ai prise dans mes bras dans le couloir, comme un homme qui tombe. J'aime la façon dont vous faites débattre mon neveu sur les bougies. J'aime que vous vous soyez agenouillé sur les dalles dans votre robe de mariée, devant 41 domestiques, sans même me regarder pour voir si j'avais remarqué. J'aime que vous m'ayez dit de ne pas vous mentir, avant même de me dire votre nom. Sa voix se brisa. Il la laissa faire. Je n'ai aucune idée de comment être marié. J'ai été élevé par un homme qui pensait que la tendresse était une fuite dans le toit. Je serai prudent et silencieux. Je resterai dans les embrasures de porte pour le reste de ma vie. Et vous devrez venir m'en sortir. Mais je voudrais qu'il soit dit, Thomasina, que je ne vous ai pas épousé par amour, et que je vous demande maintenant, avec 4 mois de retard, si vous me laisserez rester marié à vous pour cette raison. Thomasina Wren, duchesse d'Elverton, le regarda pendant ce qui parut à Ambrose un âge géologique. « Vous êtes le 3e choix, dit-elle. Ça ne m'a jamais dérangé. Savez-vous pourquoi? Non, parce qu'on a demandé aux 2 autres pour le 12 du mois, dit-elle. Et moi, on m'a demandé pour le 23 juin, et pour le ruban, et pour la lettre B, et pour les 9 pieds près du hangar. » Elle lui tendit la main. « Je vous aime depuis la jetée, espèce d'homme impossible. Venez vous asseoir. » Vous rôdez dans l'embrasure de la porte. Il vint s'asseoir. Elle posa sa main contre sa joue, ce que personne n'avait fait depuis 20 ans. Il ferma les yeux, et la bougie se consuma dans le salon jaune. Tandis que 2 personnes, mariées en 11 jours, commençaient très tard, et très prudemment, par le début. Ils eurent 31 ans ensemble. Iris finit par parler plus que n'importe qui d'autre dans la maison. Elle épousa un chirurgien de la marine à 23 ans. Elle appela sa première fille Thomasina. Et elle garda 9 ans de lettres de sa mère dans une boîte en bois de rose, avec un ruban bleu pressé à l'intérieur du couvercle. Frederick hérita du titre à 28 ans, un titre qu'il n'avait jamais voulu, et que son oncle avait passé 19 ans à lui apprendre à porter. Ils s'écrivirent toutes les semaines jusqu'à la fin. Les stores de la façade ne furent plus jamais baissés du vivant d'Ambrose Kell, sauf une fois, et il les releva lui-même le lendemain matin. Et le dernier soir du dernier été, assis sur la terrasse, un plaid sur les genoux, sa femme à ses côtés. Avec le livre de comptes de l'office qu'elle n'avait jamais réussi à additionner seule, Ambrose dit « On m'avait dit que vous étiez censé. On vous a bien renseigné. C'était la description la moins précise de l'histoire du comté, dit le duc d'Elverton. Il tendit la main, et elle la prit. Et ils restèrent assis là, tandis que la lumière quittait le lac. Un lac profond de 9 pieds près du hangar, et de 22 au milieu, dans lequel les enfants de leurs enfants nageaient chaque mois d'août, sans la moindre idée que quelqu'un en ait jamais eu peur.